Survie politique. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'avant-veille de cette décision, on peut dire ça? Il y a beaucoup de choses qui se jouent. La première, c'est que si Marine Le Pen est inéligible avec mesure d'exécution provisoire, une récente décision du Conseil constitutionnel pourrait dire qu'elle pourrait perdre non seulement sa possibilité d'être candidate en 2027, mais également son poste de députée, parce qu'il y avait une jurisprudence qui disait qu'en fait, lorsque vous êtes inéligible, en fait, vous perdez uniquement votre mandat locaux, mais pas les mandats nationaux, parce qu'il y avait une question de séparation des pouvoirs entre le juge et le pouvoir législatif. Là, la dernière décision du Conseil constitutionnel pourrait faire dire que si elle est inéligible lundi avec mesure d'exécution provisoire, non seulement elle ne pourrait pas être candidate, mais en plus elle devrait démissionner de son poste de députée, donc en fait elle aurait quasiment plus rien si cette décision fait jurisprudence. L'autre point aussi, ensuite après, c'est est-ce que Marine Le Pen pourra, même en cas de condamnation, être candidate en 2027. Moi, je pense qu'il y a un petit trou de souris, c'est-à-dire qu'il est possible et probable qu'elle soit condamnée avec mesure d'exécution provisoire, donc qu'elle soit inéligible, mais il faut quand même rappeler que les délais d'appel sont à peu près de 18 mois en France, donc si elle est condamnée maintenant, théoriquement, l'appel pourrait subvenir avant l'élection présidentielle, donc elle pourrait toujours être candidate. Parce que l'appel serait suspensif? Non, parce qu'en fait, elle serait condamnée, mais elle ferait appel, je pense, inévitablement. Mais à peu près les délais moyens d'appel, c'est entre 12 mois et 18 mois en France pour ce type de décision. Donc elle pourrait avoir la décision pourrait avoir réhabilitation, entre guillemets, avant l'élection présidentielle. Il y a deux points qui sont essentiels dessus. C'est la question de la proportionnalité de la sanction et la question du principe de liberté des électeurs. C'est plutôt là où je pense qu'elle va essayer de jouer, en disant que si elle est condamnée, elle priverait 10 millions de Français d'une voix. En tout cas, c'est l'argumentaire qu'elle utilisera. Moi, je pense qu'il y a plusieurs points sur cette affaire. La première, c'est la question des faisceaux d'indices avec les affaires similaires qui touchent les autres personnalités politiques, qui permettent de voir quelle est la tonalité ou l'ambiance judiciaire sur cette affaire. Ce que j'ai vu, moi, il y a un an, c'est que sur l'affaire des assistants parlementaires qui étaient similaires, le MoDem a été condamné et l'ensemble du MoDem a été condamné. Juste Bayrou n'a pas été condamné pour une simple et bonne raison, c'est que le juge disait qu'il n'avait pas de preuves comme quoi Bayrou était le donneur d'ordre. Alors qu'ici, les indices donnent quand même que Marine Le Pen, donc il y a assez d'indices qui montrent que Marine Le Pen soit donneur d'ordre. Deuxième point, c'est ce qui s'est passé récemment sur l'affaire Sarkozy avec Kadhafi. Le parquet a requis 7 ans d'emprisonnement pour l'ancien président de la République, alors qu'il n'y a pas de preuves totalement évidentes que ce soit lui qui soit le donneur d'ordre. Donc tout ça montre que même si les gens ne sont pas considérés comme donneurs d'ordre, ils peuvent être condamnés maintenant. Donc c'est assez mauvais pour Marine Le Pen. Et quand on parle de proportionnalité en fait en termes de justice, le juge en fait essaie de concilier différents principes. La question des principes constitutionnels, mais également la question de l'individualisation des peines. Or, Marine Le Pen, dans les différents points qu'elle donne, n'a jamais s'est défendue comme étant totalement innocente. Elle dit à peu près qu'elle est coupable, mais qu'elle dit juste qu'on a le droit de le faire parce qu'on a le droit d'utiliser les fonds comme ça. Et je ne sais pas si ça permettra de contrebalancer le principe de liberté des électeurs, parce qu'elle-même a fait le choix de faire cette voie-là, et donc c'est elle-même qui s'est emprisonnée là-dedans. Je pense que c'est ça que le juge retiendra contre elle. Donc elle sera condamnée, c'est quasiment évident. La seule question, je pense, qu'on a, c'est est-ce qu'elle sera condamnée avec mesure d'exécution provisoire. Oui, lundi matin, il sera plus temps d'argumenter. Au populaire, et aux yeux des électeurs du RN, est-ce qu'il ferait figure de remplaçant convenable? Il y a plusieurs éléments. Bardella est le numéro 2 le plus puissant du Rassemblement national depuis la création du Front national. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un numéro 2, souvent, et qui émerge trop, il se fait éliminer par le Pen en question. C'était le cas de Philippot, c'était le cas de Maigret, etc. Donc à chaque fois, tous les numéros 2 sont fait éliminer. Là où Bardella était meilleur, c'est qu'il n'a jamais voulu prendre la place de Marine Le Pen. Il a toujours essayé de rester dans la lignée de Marine Le Pen. Il a toujours fait le dauphin. Voilà, il a toujours fait le dauphin. Il n'a jamais contesté la ligne, alors que les autres prétendaient incarner, ou en tout cas une stratégie qui était différente de celle du chef. Ça, c'était la première différence. L'autre point, quand vous regardez les sondages d'opinion, c'est que c'est le numéro 2 le plus puissant en termes à la fois d'intention de vote et également en termes de sondage de popularité. Lorsque vous interrogez l'ensemble des Français, Bardella comme Le Pen font partie des 5 personnalités françaises préférées des Français, avec Édouard Philippe, Retailleau, et le 5e change à peu près à chaque fois. Auprès du Rassemblement national, auprès des électeurs du RN, Bardella est même parfois devant Marine Le Pen auprès des sondages de baromètre de popularité. C'est-à-dire que dans le dernier ELAB, Bardella est devant Marine Le Pen, donc il est juste devant. Dans le détail, on sait, plutôt les femmes, plutôt les jeunes? Non, c'est plutôt les hommes, je crois. Non, si je ne me trompe pas, c'est plutôt les jeunes où il fait une vraie différence. Et surtout, c'est les nouveaux électeurs qu'ils ont attirés, donc les cadres CSP+, profession libérale, etc. Donc tout cet électorat-là, nouvellement acquis au Rassemblement national, préfère Bardella à Marine Le Pen. Là où il y a d'autres points, par contre, c'est sur la question des intentions de vote. Marine Le Pen est toujours au-dessus de Jordan Bardella sur la question des intentions de vote, en raison d'une différence majeure, c'est qu'elle est meilleure que Jordan Bardella sur les catégories populaires, c'est-à-dire les ouvriers, les employés, où elle surperforme par rapport à Jordan Bardella. Là où la question se pose véritablement, c'est sur la question de la ligne politique. C'est-à-dire que Marine Le Pen va
incarnait le Front National du Nord, donc c'est-à-dire la ligne plutôt populaire, alors que Jordan Bardella incarnait une ligne plutôt de droite, union des droites, droite libérale classique, en disant plutôt conservatrice, et donc il visait plutôt les retraités du Sud-Est. Et donc c'est pas du tout la même stratégie. Et si Bardella prend la place de Marine Le Pen, je pense qu'on n'aura pas du tout le même Rassemblement national. Et je suis d'accord avec Catherine, ça changera complètement la donne, parce que les électeurs populaires et intermédiaires qui étaient liés à Marine Le Pen, qui n'était pas le cas de Jean-Marie Le Pen, qui était uniquement lié à la figure de Marine Le Pen, pourraient décider d'aller voir ailleurs lors de la prochaine élection présidentielle. Moi, je ne partage pas tellement. Je pense que s'ils annoncent véritablement qu'ils mettent quelqu'un qui est condamné pour inéligibilité à Matignon, il ferait que renforcer le Front républicain contre eux lors de la prochaine élection présidentielle s'ils souhaitent le jeu comme ça. Non, véritablement, si Marine Le Pen est débarquée, ils ont deux stratégies possibles. Soit ils gardent Marine Le Pen comme figure de proue si elle ne perd pas son poste de députée et ils espèrent que l'appel aura lieu avant l'élection présidentielle et donc elle va geler en fait tout le processus de désignation pour rester la chef. Si par contre elle perd véritablement son poste de député, là je pense que c'est véritablement, c'est Bardella qui va s'imposer et qu'il y aura deux partis. Il y aura un parti à l'Assemblée nationale qui va être tenu par la ligne du Nord, donc Chenu, etc. et des gens qui sont en proche de Marine Le Pen à Hénin-Beaumont. Et il y aura l'autre ligne qui va être portée par Jordan Bardella au sein du parti, qui sera une ligne plutôt identitaire et à peu près la même, c'est le Marion Maréchal. Mais je pense aussi qu'il y aura plusieurs paramètres. La question, c'est est-ce qu'ils ont d'autres remplaçants au sein du parti pour contester Jordan Bardella? Pour l'instant, il n'y a personne d'autre qui émerge. Par contre, ce qu'ils peuvent faire éventuellement pour certains d'entre eux, et la question qui peut se poser éventuellement, c'est est-ce qu'ils sont véritablement prêts à mettre quelqu'un qui ne soit pas un Le Pen à la tête du parti? Et à ce moment-là, peut-être que Marion Maréchal va tenter une opération pour refaire une OPA sur le parti. Oui, mais enfin, le problème, c'est que Non, mais Jordan Bardella a été mis là pour essayer de compléter l'électorat de Marine Le Pen. Il faut quand même le rappeler, lorsque Marine Le Pen reprend le parti en 2011, le parti est affaibli parce que Nicolas Sarkozy a siphonné une partie des voix de son père, Jean-Marie Le Pen. Donc elle se dit, il faut une stratégie pour fidéliser les électeurs. Les premiers électeurs qu'elle fidélise, c'est les électeurs populaires et les catégories intermédiaires. Ensuite, après, elle voit que ça ne suffit pas à gagner une élection présidentielle parce qu'elle perd 2 fois face à Emmanuel Macron. Au cours des mandats face à Emmanuel Macron, elle a vu qu'elle avait besoin de compléter son électorat avec des gens qui pouvaient être déçus par le président de la République. Donc c'est en fait un électorat qui est davantage conservateur, qui est davantage âgé et qui a plus de diplômes, et surtout qui exercent des professions dites intellectuelles supérieures. Et pour ça, il faut avoir un pendant, en tout cas une figure de proue. Au début, c'était plutôt Marion Maréchal. Marion Maréchal a fait ce qu'elle a fait, et donc elle a mis en place Jordan Bardella, qui est censé récupérer un électorat qui est complètement différent du sien, et qui lui permet, elle, de ne pas s'afficher, parce que je suis assez d'accord, Trump, c'est pas populaire en France, Netanyahou non plus, mais quand même, il y a des gens qui sont quand même favorables à ça, et qui votent par exemple pour Reconquête, etc. Donc lui est censé éviter, en tout cas bloquer, l'émergence de quelqu'un comme Marion Maréchal, ou comme Knafo, ou comme Zemmour, pour essayer qu'il n'y ait pas, comme la dernière présidentielle, un courant conservateur identitaire qui divise les voix de l'extrême droite en deux. Oui, mais le problème, c'est Le Pen, ça peut jouer et en faire l'héritière légitime de sa tante. Ça jouait moins il y a quelques temps, mais maintenant ça commence à redevenir... Ça permettrait, pardon de vous couper, mais de rassembler, je complète ma question, de rassembler quand même toutes ces tendances d'extrême droite. Je pense qu'il ne faut pas exclure l'hypothèse que ce soit elle qui remplace Marine Le Pen pour différentes raisons. La première, c'est que Jordan Bardella... L'idée qu'on mette un nom Le Pen puisse ne pas provoquer un front républicain a été battue en brèche lors des dernières élections législatives. C'est-à-dire que c'était Bardella qui devait aller à Matignon, ça n'a pas empêché les gens à voter contre Bardella. Donc vous mettez un Le Pen ou un pas Le Pen, les gens bloquent toujours, en tout cas front républicain, contre le Rassemblement national. Autre paramètre, ça a été rappelé par Catherine, c'est que Bardella ne s'est pas illustré par des qualités intellectuelles ou des qualités de gouvernance incroyables lors des dernières élections législatives, parce qu'il n'était pas en capacité de pouvoir à la fois convaincre les électeurs importants comme les électeurs économiques, ce qu'a réussi à faire Meloni, par exemple, en Italie, il n'a pas réussi à le faire. Et là, sur les dossiers, pour le coup, Marion Maréchal, elle fait figure d'intellectuelle qui apparaît comme plus réfléchi que Jordan Bardella, qui est davantage sur une communication qui cible plutôt l'émotionnel, quoi. Donc je pense que c'est pas du tout les mêmes lignes. Autre point, je pense, qui sera important pour Marine Le Pen. Je pense que c'est la même ligne quand même. Marion Maréchal et... C'est plus identitaire, je pense, Marion Maréchal. Oui. Epsilon. Je pense qu'ensuite, le sujet pour Marine Le Pen, je pense, même si elle est condamnée, il y aura toujours l'idée, et c'est le cas, par exemple, toujours dans les partis de droite ou dans les partis d'extrême droite, qu'on puisse revenir. Donc, en fait, elle gardera au sommet quelqu'un qu'elle puisse supplanter et remplacer le moment venu, si par cas elle pouvait revenir en cas de condamnation lundi. Oui, moi, je ne crois pas que la question du nom... Ce risque n'est pas en train de s'inverser.
Il y a plusieurs points sur Tesla et sur les États-Unis. Le premier, c'est que les États-Unis subissent une dégradation d'image depuis la deuxième guerre du Golfe. C'est-à-dire que les États-Unis, qui étaient la grande puissance mondiale, notamment l'hyperpuissance mondiale, ont subi notamment une colère d'une partie des peuples du Moyen-Orient, d'Afrique et une partie d'Asie, notamment en raison des conflits avec la Chine, etc. Donc c'est-à-dire que dans une grande partie du monde, l'image des États-Unis est déjà dégradée. Seulement, ça n'empêche pas de consommer américain si par cas ils n'ont pas le choix. Donc leur principale image, notamment leur principal point fort, était auprès des alliés dits occidentaux. Et là, le problème que cause Trump avec sa politique commerciale, c'est qu'il se met à dos l'opinion publique et les gouvernements de ses alliés. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez quels sont les pays qui ont une bonne image des États-Unis, alors qu'ils s'étaient déjà mis à dos le Sud global et que maintenant ils se mettent à dos l'Occident. Quand vous regardez une entreprise comme Tesla, c'est-à-dire qu'une partie de la vente se fait sur la question de l'efficacité. Le problème de l'efficacité, c'est qu'il y a d'autres entreprises qui sont capables de produire la même efficacité. Donc, le grand avantage des entreprises américaines, notamment par rapport aux concurrentes chinoises, c'est sur la question de l'image, du soft power de la marque. Par exemple, on va prendre quelque chose de simple. Il y a une partie des gens qui achètent Apple ou qui achètent un iPhone pour en fait l'environnement iPhone et parce que c'est cool d'acheter iPhone. Une partie des gens achètent Tesla aussi parce que c'est cool d'acheter Tesla. Mais à partir du moment où c'est beaucoup moins cool d'acheter Tesla, est-ce que vous êtes prêt à mettre 50 000, 60 000, 80 000 euros sur un véhicule, alors que d'autres coûtent moins cher, alors que vous allez subir des désagréments, des dégradations, et qu'une partie des gens qui utilisent Tesla sont partie des VTC, et qui vont subir des désagréments des gens qui utilisent notamment les VTC. Et les gens qui utilisent dans les VTC, malheureusement pour Elon Musk et pour Tesla, c'est que des gens qui habitent davantage en métropole que dans les zones rurales, et quand vous regardez la popularité, les gens qui habitent en métropole sont davantage hostiles à Donald Trump et à la politique menée par Elon Musk que dans les territoires ruraux et des territoires périphériques. On va venir à ce sondage que vous évoquiez, André. Boycott à 72% et 51% chez les sympathisants de droite, ce qui est quand même beaucoup, 51%. Oui, mais de toute façon, c'est assez unanime parce que lorsque vous avez un pays qui est attaqué par un autre, le réflexe traditionnel, c'est de détester ce pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Américains peuvent nous en vouloir, mais ils ont fait exactement pareil en 2003, lorsque Dominique de Villepin a tenu son fameux discours à l'ONU et que Jacques Chirac a opposé le veto au Conseil de sécurité. Les États-Unis ont fait un boycott des produits français. C'était George W. Bush, si je ne me trompe pas, qui disait on va interdire les French fries. Voilà, on n'a plus le droit de manger ça. Et en tout cas, il y avait un boycott assez important et des entreprises françaises et de tout ce qui incarnait la France, c'est-à-dire le vin, l'agriculture, etc. Donc il est normal que lorsque les États-Unis se comportent mal, en tout cas à l'égard de ses alliés, les pays réagissent mal parce que c'est un peu comme si vous étiez en couple avec quelqu'un et que la personne se comportait mal avec vous, vous lui en voulez au départ de façon très importante. La question qui est posée, c'est est-ce que c'est durable ou pas, est-ce que c'est un bon choix ? Ça dépend des choix en fait. Si vous achetez moins de Tesla pour acheter un concurrent chinois, je pense que ce n'est pas une bonne idée parce que vous renforcez votre dépendance à l'égard de la Chine et ce n'est pas la meilleure idée du monde qu'on a actuellement. Remplacer Tesla par BYD, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. Par contre, faire en sorte de moins être dépendant des États-Unis pour faire émerger nos propres marques, nos propres modèles. Comme pour la défense, sur ces questions-là, ça peut être un véritable sujet. Mais ça suppose que, d'une part, on ait des alternatives et surtout qu'on fasse émerger des produits européens ou des produits français. Or, actuellement, l'Europe et la France n'ont pas la capacité industrielle ou de création de hard power ou de soft power pour attirer des chercheurs, etc., pour pouvoir développer des entreprises autonomes. Si on veut arrêter Netflix, pourquoi pas, mais on n'a pas beaucoup d'alternatives. Si on veut arrêter les iPhones, en fait, ça veut dire qu'on va acheter Samsung. En fait, on remplacerait la dépendance américaine pour une dépendance asiatique ou chinoise. Ce n'est pas forcément une bonne idée, dans la mesure où l'Europe est victime de sa désindustrialisation et de relativement son déclassement. Je pense que ça, c'est la première partie. L'autre point, c'est est-ce que ça va être durable ? Vous l'avez rappelé, Donald Trump est là au maximum jusqu'à 2028, parce qu'ensuite, après, il n'a plus le droit de se représenter. Donc, je ne suis pas sûr que l'image des Américains, ça peut être très long, mais je ne suis pas sûr qu'il y aurait un impact qui soit véritablement à long terme de manière très importante. Par contre, ce qu'on voit quand même, c'est que depuis les discours d'Emmanuel Macron et même les discours européens, c'est qu'il y a une volonté de plus en plus de l'Europe d'être dépendante ni des États-Unis, ni de la Chine, ni des autres parties du monde, ce qui peut éventuellement créer un espace pour créer quelque chose, mais actuellement, on n'a pas les moyens de le faire. Oui, je crois que ce sont les gens qui travaillent et qui sont en activité qui veulent moins le boycotter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans le cadre du travail, vous avez de plus en plus besoin d'un téléphone, d'un ordinateur ou de certains produits qui sont intimement liés aux États-Unis. Les 18-24 ans sont ceux qui ne travaillent pas. Donc en fait, ils peuvent changer très rapidement de modèle de comportement, comme les plus âgés et les retraités. Ça, je pense que c'est la première variable. La deuxième, c'est la question de la mobilité. C'est-à-dire que lorsque vous travaillez, lorsque vous avez commencé à prendre des habitudes, vous avez une vie quotidienne, comme l'a rappelé André Caspi, et vous ne voulez pas bousculer votre vie quotidienne parce que vous allez vous allez au travail, vous rentrez, et donc ensuite après, vous allez commencer à prendre vos habitudes. Lorsque vous êtes mobile, lorsque vous ne travaillez pas, vous avez beaucoup plus de liberté en termes géographiques ou même en termes de comportement de choix pour faire un peu ce que vous voulez.
Et puis, autre point, c'est la question de la mobilité aussi des cercles d'amis. Les 18-24 ans ont des cercles d'amis qui sont, étendus et variables dans la mesure où ce ne sont pas les gens du travail. Donc, je pense que c'est les questions d'habitude, les questions de travail qui font en sorte que certaines catégories d'âge sont plus en capacité de pouvoir le faire. Et autre point, je pense que c'est le dernier paramètre, c'est la question du pouvoir d'achat. Les 18-24 ans, théoriquement, n'ont pas d'argent et dépendent de leurs parents pour acheter. Donc, on peut leur dire, vous n'allez pas acheter ce produit-là, vous pouvez payer plus cher l'autre. C'est pas grave, en fait, ils s'en foutent, c'est pas eux qui payent. Et les retraités ont un pouvoir d'achat marginal qui est plus élevé que celui des actifs, donc ils peuvent se permettre de faire plus de sacrifices parce que qui dit boycott dit prix supplémentaire et donc évolution du comportement. Et je me demande si les 18-24 ans ne sont vraiment pas bien. Est-ce qu'on peut dire, William T., que Donald Trump n'a plus aucun tabou dans ses prises de position par rapport à son premier mandat notamment? C'est vrai que Donald Trump est plus radical dans son deuxième mandat que lors de son premier parce qu'en fait, il suit le programme de l'Heritage Foundation qui était le projet 2025, un programme qui est beaucoup plus complet, beaucoup plus élaboré que lors de son premier mandat qui était beaucoup plus artisanal. La question qui est posée dessus, c'est qu'en fait, il faut quand même le dire, c'est qu'en fait tout ce que fait Donald Trump sur la guerre commerciale ou dans la lutte contre le wokisme est très populaire sur le plan de la politique intérieure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aux États-Unis, ce qu'il fait est soutenu. En France, ce ne sera pas le cas, mais aux États-Unis, il sera considéré populaire sur et la guerre commerciale et dans la lutte contre le wokisme parce qu'on arrive à des dérives qui sont quand même importantes dans les universités américaines, etc. Donc, ils sont allés beaucoup plus loin que nous. Nous, pourquoi est-ce que c'est pas adapté? Mais je pense qu'en fait, c'est un message qui est destiné non pas aux entreprises françaises, mais à l'ensemble des entreprises qui travaillent avec le gouvernement américain ou en tout cas avec les ambassades américaines. C'est qu'en fait, nous, je pense qu'il n'a pas regardé exactement la situation parce que nous, on n'a pas de politique de discrimination positive dans la mesure où il n'y a pas de statistiques ethniques en France. Nos seules politiques d'inclusion et dit de diversité, c'est en faveur de l'égalité femmes-hommes et en faveur des handicapés. Donc, en fait, je pense que ce n'était pas exactement nous qui sommes ciblés, c'est plutôt l'ensemble des entreprises plutôt Royaume-Uni ou anglo-saxonnes qui pratiquent en fait des sortes de quotas, etc., qui sont contre sa politique sur le plan interne et il ne peut pas dire qu'il va donner de l'argent américain à des entreprises qui pratiquent de tels actes. Paul Gire, est-ce